On a vécu un dimanche après-midi riche en émotions et en buts et en rebondissements aussi. Bienvenue dans le temps additionnel. On va tout vous montrer au cours de ces 30 prochaines minutes. On ne s'est pas ennuyé avec nos deux consultants, avec Claude Ross et Steven Lang. Messieurs, soyez les bienvenus. Avant de parler foot, avant de parler vraiment de ce qui s'est passé sur les terrains, on va d'abord voir quelques images des festivités de Young Boys qui a célébré comme il se doit aujourd'hui dans les rues de la capitale ce 16e titre remporté il y a pile une semaine après cette victoire face à Lucerne. Les joueurs bernois qui ont paradé dans la ville fédérale pour fêter avec leurs supporters donc ce nouveau titre. IB qui en plus devait avoir l'esprit léger après cette victoire hier à Saint-Gall, qui va donc pouvoir gentiment non seulement se concentrer sur la fin de la saison, mais surtout sur la finale de la Coupe de Suisse, qui reste donc l'autre objectif principal des Bernois pour la fin de cette saison. Finale qui aura lieu dans exactement 4 semaines, et ce sera face à Lugano. Eh bien Lugano, justement, on va en parler en ouverture d'émission, puisque Lugano se déplaçait à Lucerne cet après-midi. C'était le match au sommet avec comme enjeu la deuxième place. Avant le début de cette rencontre, c'est Lugano qui pointait à la deuxième place avec un point d'avance sur les Lucernois. Et on vous le rappelle, cette deuxième place, elle peut être synonyme de Ligue des Champions. On va voir ce qui s'est passé dans cette rencontre avec Johan Tachet. Lucerne-Lugano, qui aurait pu prédire il y a quelques mois que cette affiche serait le choc au sommet pour la quête de la deuxième place de ce championnat de Super League. Et le public lucernois a saisi l'importance de cette rencontre. Il s'est amassé en nombre dans les travées colorées de la Swissport Arena. Si le spectacle est dans les tribunes, il ne se trouve pas sur le terrain, du moins dès le début de la partie. Il faut attendre la 28e minute pour s'emballer. Corner de Friedeck sur la tête de Lars Villiger. Amir Saipi se fait l'auteur d'un bel arrêt réflexe mais repousse le ballon sur Ismail Beka. Le Kosovar n'en demandait pas tant pour ouvrir le score et son compteur but cette saison. Lucerne est un véritable spécialiste des balles arrêtées puisque la formation de Mario Frick inscrit son 22e but sur ses situations de jeu pour une 11e réussite sur corner. Transcendés par leur ouverture du score, les locaux prennent la fin de la première période en main. À la 33e, Pius Dorn est tout proche d'offrir le break à ses couleurs, mais l'Allemand voit sa frappe repoussée par Amir Saipi à bout portant. Les Lucernois s'amusent sur leur pelouse. Dreger, à la limite du hors-jeu, décale Lars Villiger qui lui remet le ballon. Le Tunisien trouve alors Max Meyer esselé. Plat du pied, sécurité, l'ancienne pépite du football allemand peut tranquillement ajuster les filets de Saipi. C'est facile, trop facile pour le FC Lucerne face à des Luganais qui regardent jouer leurs adversaires. Et Max Meyer qui en profite pour soigner ses statistiques et marquer son 11e but de l'exercice. Mené pour la première fois de 2 buts depuis le 22 octobre, Mattia Crocci-Torti décide alors de réagir tactiquement à la pause en troquant son 3-4-3 contre le 4-3-3. Lucerne, il avait quelque chose en plus au milieu de la première mi-temps. Nous avons pris beaucoup de transitions et je ne voulais pas prendre encore ces transitions ici parce que sinon nous avons sur le 3-0, 4-0, alors nous sommes mis au milieu en plus et je pense que c'est bien allé. Il faut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait le bon choix d'un premier mi-temps, mais j'ai fait un bon choix à la deuxième mi-temps. Et le changement est rapidement payant. Bislimi, alerté sur le flanc gauche, centre en retrait pour Renato Steffen. L'international suisse voit sa frappe renvoyée par Marius Müller avant que Zantzelar ne manque le cadre. Les Tessinois ne passent pas les 30, 52e, magnifique ouverture de Roman Maček pour Zantzelar. Le Slovène se débarrasse de Marius Müller pour réduire le score dans le but vide. On apprécie autant la passe décisive du demi-luganais que la finition de Zantzelar qui marque déjà son 15e but du championnat. Ce n'est pas un hasard si l'ancien joueur de la Roma serait pisté par Young Boys. Lugano prend alors l'ascendant dans cette partie. 74e, Amoura pour Valenzuela dans la surface. La passe au cordeau de l'Argentin trouve Renato Steffen qui peut finalement remettre les deux équipes à égalité. L'international helvétique est en pleine bourre actuellement, étant directement impliqué sur 5 buts lors de ses 6 dernières apparitions. Et désormais, c'est Lugano qui maîtrise pleinement la rencontre. 2 minutes après le 2 partout, Tselar, parfaitement servi par ce diable de Valenzuela, manque le cadre. Le meilleur buteur des Bianconeri écrase sa frappe qui passe à un rien du montant gauche de Marius Müller. Au final, les deux équipes qui ont eu chacune leur mi-temps se partagent l'enjeu, même s'il est rageant pour le premier buteur du jour d'avoir égaré un avantage de 2 buts. Je pense que c'est clairement 2 points de perdus car nous sommes revenus de la pause avec une bonne énergie. À mon avis, nous avons fait ce que nous avons entraîné durant la semaine et on va aller chercher les 3 points au prochain match face à Getzi. Dans le camp d'en face, le visiteur se réjouit davantage de ce point pris sur la pelouse d'un adversaire direct pour la 2e place.
faire un match nul à Lucerne, c'est toujours bon, parce que Lucerne, c'est un match difficile. Et venir ici à jouer quand Lucerne est en forme, avec le public qui pousse l'équipe, c'est toujours vraiment compliqué. Et je pense que mon équipe il a démontré vraiment courage, parce que c'est le courage qu'il faut avoir pour jouer ici. Et c'est pas mal le résultat d'aujourd'hui. Bon, c'est pas mal, mais sauf qu'à ce moment-là, Mattia Crocci-Tortil ne savait pas que Servette allait gagner 2 heures plus tard et passer devant au classement, on le verra dans le détail. Un match donc, vous l'avez compris, qui s'est joué vraiment en 2 temps. Une première mi-temps en faveur de Lucerne, une deuxième mi-temps en faveur de Lugano. Et au cours de cette première mi-temps, il y a une séquence, Claude, sur laquelle vous vouliez revenir. C'est le 2-0 marqué par les Lucernois. On va décortiquer ça dans le détail. Oui, parce que Mattia Crocci-Tortil le dit lui-même, il s'est trompé en première mi-temps. Par le positionnement de Doumbia, là on voit, il est extérieur droite dans une défense à droite. Là, il est un petit peu trop haut au départ de l'action. C'est un dégagement du gardien. Et ensuite, on voit, il laisse partir Villiger. Et ça ne lui ressemble pas. Et le positionnement de Doumbia posait problème. Ensuite, il fait focus sur le joueur alors qu'il y a 2 joueurs plein axe. Et l'action finit au fond. Mais avec Espinoza et Doumbia, ça n'a pas fonctionné pour un mi-temps, Crocci-Tortil a réagi en sortant Espinoza et en mettant Doumbia en défense centrale à 4 et ça a tourné le match. Il y avait un problème à mi-terrain et un problème en défense centrale et je crois que c'est la force de cet entraîneur. Il a tout de suite corrigé. Nous, on l'avait vu, c'est peut-être plus facile ici avec les images. Lui, il l'a tout de suite vu et il a corrigé, ça a tourné le match. C'est pas la première fois? C'est souvent. Il est en mesure justement de corriger pour justement faire tourner le match. Ouais, exactement. Non, il sent le truc. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas. Je trouve toujours réducteur comme on parle de cette équipe de Lugano. C'est un bon technicien. Il amène des choses nouvelles. Il fait jouer son équipe et il y a, selon moi, souvent du spectacle. Contrairement à ce qu'on a envie de dire parfois, qu'on s'ennuie avec ce Lugano. Moi, je m'ennuie que rarement avec Lugano. Voilà donc pour cette rencontre entre Lucerne et Lugano, avec toujours ce point d'avance pour Lugano par rapport à Lucerne. Il y avait donc toujours cette 2e place pour Lugano et cette 3e place pour Lucerne avant que Servette ne joue. Et du coup, Servette avait la possibilité, en cas de victoire, justement de coiffer tout le monde au poteau et de reprendre cette 2e place. Servette en déplacement à Grasshopper cet après-midi, au Letzigrund, avec un début de match qui n'a pas forcément très bien fonctionné là pour les Servettiens qui vont se faire surprendre dès la 7e minute avec cette percussion très verticale et une défense servettienne un peu en retard. Il y a eu un problème en début de match entre le milieu de terrain servettien et la défense, où on a laissé beaucoup trop d'espace. Là, c'est Dadashov, regardez, qui se retrouve tout seul, qui peut se retourner, qui donne ce très bon ballon à Chabani, qui rentre dans les 16, crochet. C'est trop facile. Steve Rouillet qui se fait éliminer trop facilement. Et ensuite, le but est très beau. Crochet pied gauche et il enveloppe pied droit. Et c'est 1-0 pour Getse. Il ne s'est rien passé pendant 40 minutes côté servettien. C'était vraiment le néant absolu jusqu'à cette 40e minute, justement. Et ce coup franc, cette combinaison, Stevanovic, une remise de Dibalele et puis Séverin qui peut égaliser, mais Servette extrêmement bien payé. Bien payé, oui, avec cette combinaison qui surprend un petit peu les Zurichois. Et après, il y a un peu de réussite, mais pour Séverin, le dernier geste est propre, il est précis. Pour un défenseur central, c'est pas l'attaquant de surface, mais il le met très bien. Et ça a sauvé la journée de certainement ce but de Servette. Servette qui va très bien terminer cette première mi-temps avec encore une possibilité, cette reprise de Dibalele, l'arrêt de Morera. Ensuite, Bédia ne parvient pas à tromper Morera. Donc une première mi-temps décevante, vraiment très décevante de la part de Servette qui a simplement sauvé les apparences en égalisant à la 40e minute, en se créant une occasion en toute fin de mi-temps. Et puis on va voir un autre Servette, un tout autre visage au cours de la 2e mi-temps. Et ça démarre dès la 47e avec cette grosse possibilité. Regardez le centre de Mbabou. Il y a un peu la panique là, dans la défense de Getse. On ne sait pas très bien comment dégager ce ballon. Et ça va profiter à Dibalele dans un premier temps, à Koutessa dans un deuxième temps. Mais là, on voit les intentions servettiennes tout autres. Oui, tout d'un coup, on voit Mbabou qui se montre plus offensif. C'est lui qui centre sur le côté. Et tout de suite, on a un peu plus de joueurs dans les 16 mètres. Et Servette se montre dangereux. C'est cette tête de Dibalele qui vient heurter la barre transversale. Mais regardez, là, les joueurs de Getse sont 3 contre 2. Vous ne pouvez pas normalement laisser centrer Mbabou. C'est un petit cafouillage dans les 16. Et Dibalele qui fait cette très belle tête, qui tape la barre. Beaucoup de chance. Et ensuite, l'arrêt, il est exceptionnel de Morera. Mais oui, Servette qui est très bien revenu en deuxième mi-temps. Et regardez Stevanovic au départ de l'action. Un relais avec Koutessa, puis Mbabou et Stevanovic. On le retrouve
à la conclusion pour le 2-1. Ouais, c'est magnifique, mais à la mi-temps, on a pointé du doigt les latéraux genevois, qu'on trouvait trop bas, qui ne venaient pas créer des 2 contre 1 sur les côtés. Et Babou, on l'a vu sur l'action d'avant, et on le revoit sur celle-là, il vient au passeur, chose qu'on n'a pas vue en première mi-temps, et la finition est magnifique. On peut se poser la question sur le Sli, là, qui laisse Stevanovic tout seul, mais l'action était super bien menée. Bon, on a quand même voulu plutôt pointer, mettre en exergue les beaux gestes, la phase offensive, plutôt qu'effectivement la défense un peu passive de l'Osli. On va le revoir, ce deuxième but de Stevanovic. Comme quoi, Steven, le foot, c'est simple. Il n'y a même pas de changement de rythme, il court en ligne droite. Mais regardez, pour moi, le problème là, c'est le comportement défensif de l'Osli qui ne doit jamais laisser ce ballon arriver. Mais Stevanovic, oui, est à la récupération, il continue son action, il n'est pas dérangé et c'est lui à la fin qui peut terminer ce but. Alors plusieurs fois, Servette a eu l'occasion de tuer le match dans cette deuxième mi-temps, de prendre un deuxième but d'avance, de faire le break, avec par exemple à la 57e minute, cette nouvelle possibilité. On va retrouver Stevanovic au centre et là c'est Fluquet, non ça c'est Kutesa qui se fait contrer. Il y a une autre possibilité avec un tir de Fluquet et un arrêt de Moreira quelques instants plus tard. L'égalisation pour l'équipe de Grasshopper. Elle tombe à la 67e, le centre de Puzic, la tête de Morandi, pas très bien défendue. Ouais, elle vient juste après une très grosse occasion de Servette et j'ai pensé que c'était la balle de match que Servette avait loupé et ça nous a donné raison juste derrière puisqu'il y a eu ce magnifique goal, le centre de Puzic qui dépose le ballon sur la tête de Morandi et à ce moment-là, Guettier revient à 2-2 et on pensait que Servette avait laissé passer sa chance. Nouvelle possibilité pour les Grenats avec le centre de Mbabou, ce ballon qui traîne un tout petit peu, puis la Rodelin, il doit... Ouais, beaucoup mieux. Avec son expérience, avec sa qualité. Bon, après, elle tape devant, mais quand même, un joueur de sa classe doit cadrer au minimum. En plus, le ballon est freiné, donc c'est parfait pour l'attaquant, mais il la prend très mal. Le but victorieux, le but décisif, il arrive là maintenant. Sur ce ballon de Baron, qui est là aussi, on peut le dire, mal défendu et bien exploité par Stevanovic. Alors dans un premier temps, Baron, de nouveau, on le retrouve comme on ne l'a jamais vu en première mi-temps. Ça, c'est quelque chose que les Servettiens ont corrigé. Et après, oui, le défenseur, là, il est beaucoup trop passif, il fait tout faux. Mais Stevanovic, on profite, il n'est pas resté... Il n'est pas resté passif au deuxième poteau, il est venu attaquer le ballon. Il y a peut-être Moreira même qui peut y aller parce que le centre, il est haut, il n'a pas de force. Donc Guettier a offert ce but, mais Servette a su saisir l'offrande. Et la dernière possibilité de cette rencontre avec un arrêt, pas simple, pour Moreira sur ce tir de Rodelin. Servette s'impose donc 3-2, sans avoir été forcément effectivement génial, sans avoir été extraordinaire. L'important, comme on dit dans ces cas-là, c'est les 3 points. L'important, c'est de retrouver la deuxième place. Il n'y a que ça qui compte, cette fin de saison, d'essayer de garder cette deuxième place maintenant. J'ai été déçu de Servette durant les 40 premières minutes. Ensuite, on a vu en deuxième mi-temps que lorsque les latéraux se montrent offensifs, lorsque on arrive à trouver Konya entre les lignes, lorsqu'on trouve aussi Kutesa un peu plus haut dans le terrain, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de potentiel. Si les Servettiens améliorent la finition, se montrent plus efficaces, cette équipe peut garder cette deuxième place. On va écouter des réactions qui ont été recueillies par Daniel Romano au lait de seconde. Et on commence avec un joueur servettien, c'est Kevin Mbabou. Kevin Mbabou, on a été plutôt déçu de la première mi-temps du Servette FC. On vous a trouvé un peu confus. Peut-être vous étiez un peu chanceux à la pause avec cette égalisation. Par contre, on a adoré cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cet enthousiasme en deuxième mi-temps que vous n'aviez pas en première? Je pense qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. On s'est fait rentrer dedans dans les duels, on n'était pas assez agressif. Et ensuite, à la mi-temps, voilà, un peu, on va dire, savonnette à la mi-temps un peu de tout le monde. Là, on s'est dit qu'on n'est pas arrivé jusque-là pour rien et qu'on doit montrer un autre visage en deuxième mi-temps. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On est rentré plus agressif, avec des meilleures intentions. On a très bien joué et je pense qu'à la fin, les 3 points sont entièrement mérités. La savonnette a fonctionné, vous remportez votre 4e match en autant de rencontres face à Guettier, aussi votre 4e match à l'extérieur, mais surtout, il y a cette 2e place au classement que vous retrouvez, c'était très important. Oui, c'est très important de retrouver cette 2e place. Maintenant, on a le destin entre nos mains et à nous de montrer la semaine prochaine contre Sion pour confirmer cette performance et sur la bonne voie que nous sommes et continuer à être efficace parce que c'est, je pense, que ce qui va faire la différence d'ici la fin de la saison. Vous n'avez pas le droit de répondre à cette question par match après match.
Il vous reste 5 finales, c'était ce qu'on nous disait avant la rencontre d'aujourd'hui, donc il en reste 4 maintenant, ça commence par Sion. Comment vous allez aborder ces 4 dernières finales? Écoutez, pour aborder Sion, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'énormément de motivation. C'est le derby, je pense que tout Genève, je pense que tout Genève attend ce match-là et on espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir au stade pour nous supporter et pour nous donner la force pour accrocher cette deuxième place qui va nous donner les éliminatoires pour la Champions League. Le petit passage de Patrick Fluquet derrière, c'est sympa aussi. Il y a une bonne ambiance quand même, malgré ce besoin d'aller au charbon à chaque fois maintenant jusqu'à la fin. Oui, je pense qu'on a besoin aussi de bonne humeur, de bonne ambiance pour effectuer un bon travail. Et depuis que je suis arrivé, il y a vraiment une très, très bonne ambiance dans l'équipe. C'est vraiment une ambiance assez familiale et je pense que c'est ce qui va nous aider pour les 4 derniers matchs. Rendez-vous samedi soir, 20h30, samedi prochain, au Stade de Genève pour ce dernier derby du Rhône de la saison entre le Servette FC et le FC Sion. Autre réaction, celle d'un joueur de Grasshopper, celui qui avait égalisé à 2-2. Giotto Morandi, Getse, c'est une équipe un peu caméléon comme ça. Elle peut jouer de différentes façons, elle peut s'adapter à son adversaire et puis elle peut aussi montrer 2 visages complètement différents. La première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, la fin de rencontre, comment vous expliquez ça? Je pense que dans le premier mi-temps, on a commencé très bien. On a fait un but, 1-0. Et après, on casse un but pour Léon 2 minutes avant le mi-temps. Et on sait ça, dans le foot, c'est pas bien. Et dans le deuxième mi-temps, on est rentré sur le terrain et on n'était pas là les premières 15 minutes. Et on a montré ça, on a cassé le but et après, c'était un match difficile. Vous prenez encore une fois un but dans le dernier quart d'heure. C'est un but décisif qui pèse lourd. Défensivement, on a vu des choses qu'on n'a pas trop appréciées, pas trop aimées. Votre lecture est la même que nous? Ouais, je pense qu'il y a tous les matchs quelque chose qui ne marche pas, en erreur, quelque chose. Dans le premier mi-temps aussi, dans le but, il y a une faute qui ne doit pas être faute. Et il a fait avec un coup franc, c'est 1. Alors c'est tous les fois comme ça. Et on doit chercher de travailler comme ça pour les derniers 4 matchs et mieux. Ouais. Voilà donc pour cette victoire servettienne à Zurich face à Grasshopper qui permet à Servette de retrouver sa deuxième place au classement. Et on termine avec le classiqueur entre le FC Bâle et le FC Zurich parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Même si on va dire que les actions n'ont pas été forcément extrêmement nombreuses tout au long de cette rencontre. En première mi-temps, on a retenu ce tir de Zekiri en première intention sur un mauvais renvoi de la défense bâloise. Il oblige du coup Brecher à un arrêt difficile. Mais voilà, ça montrait un peu les intentions bâloises qui voulait absolument gagner ce match, histoire de garder aussi une chance d'aller chercher cette deuxième place au classement de Super League. Zurich réplique à la 10e sur cette combinaison sur corner et la tête de Katic qui va sur la latte. Hitz semblait battu, mais il est donc sauvé par sa transversale. Toujours 0-0 entre Bâle et Zurich dans un match qui n'aura donc pas atteint des sommets, en tout cas au cours de cette première mi-temps. Puis on a encore une dernière possibilité à vous montrer de ces 45 premières minutes. C'est un coup franc de Xhaka, cette fois-ci, avec la tête de Lang au premier poteau. Pas de souci pour Brecher. 0-0 à la mi-temps. Ça, c'est pas forcément extrêmement animé au cours de la deuxième, on va dire d'un point de vue purement sportif. On a retenu ce tir de Mathieu qui va passer de peu à côté sur ce ballon qui va être récupéré par les Zurichois dans le camp bâlois. Ça aurait mérité mieux, Claude. Ça aurait mérité mieux. Bâle qui a voulu ressortir proprement, qui perd le ballon, et Mathieu qui met une magnifique frappe. Je pense que Hitz est battu, mais elle passe vraiment juste au-dessus. Mais ouais, c'est pas joué à grand-chose. Alors attention, ça va s'animer au cours de la fin de match. C'était déjà très très tendu. Il y a déjà, pour commencer, un premier carton rouge à Adams. C'est la 85e minute lorsqu'il se retrouve renvoyé au vestiaire. Geste d'énervement. Et je peux vous assurer, c'est que le début. C'est de loin pas terminé. Donc il y a un premier carton rouge contre Adams. Ensuite, il va y avoir un penalty. Un penalty sifflé contre le FC Bâle avec une faute de Lang sur Krasniqi. On va vous montrer tout à l'heure la faute, on va en parler. Simic transforme ce penalty et ça fait donc 1-0 pour le FC Zurich. Des Zurichois qui vont même marquer dans la foulée un deuxième but dans le temps additionnel par Mathieu. On est dans les dernières minutes de jeu et Zurich qui va faire le break. On profite de cette contre-attaque. Là
aussi, même si il est un peu seul, il fait ce qu'il veut. Mais elle est propre. Elle est propre. Elle est propre. Celle-là, elle est en pleine lucarne, elle est imparable. Mais là, il y avait eu beaucoup d'éléments. On est dans les arrêts de jeu. Bâle était à l'abordage. Il manquait quelques joueurs, je ne sais plus combien du côté de Bâle. Et oui, logiquement, Zurich a mis le deuxième. Il faut une certaine confiance sur cette action, parce qu'il y a un 2 contre 1 et Mathieu qui se met sur son pied gauche et qui la met en pleine lucarne. Ouais. Très bon. On a vu l'expulsion de Adams. On n'a pas vu l'expulsion de Burger, mais je vous dis que Burger a aussi été renvoyé au vestiaire. Et puis, il y a aussi Xhaka qui a pris un carton rouge pour un coup de boule à la Zizou un peu sur Katic. Là, on peut estimer... Alors, il y a déjà une première scène avec Xhaka et ensuite, il y en aura encore une deuxième. C'était, pour parler de manière directe et un peu crue, un peu le bordel sur cette fin de match. C'est parti dans tous les sens. Je ne sais même pas si l'arbitre a réussi à noter tous les cartons qu'il a distribués. Mais là, il y a une première scène avec Xhaka. Il y en aura encore une deuxième plus tard. Lui, il a fini sa saison. C'est à peu près tout ce qu'on a vu du match, parce que le match était triste et ennuyeux. Et alors là, à la fin, c'était pas très glorieux, mais Xhaka fait n'importe quoi. Regardez, là maintenant. Cette équipe bâloise fait n'importe quoi que elle est menée. Le penalty a mis le feu aux poudres. OK, le penalty, il est peut-être sévère, mais on ne peut pas réagir comme ça. Il y a beaucoup trop d'expérience dans cette équipe. Et Xhaka est dans un état second cette fin de match. Et là, on n'a pas tout compris ce qui s'est passé. Il a annulé un jaune pour remettre un rouge. C'était vraiment catastrophique. Mais venant de Bâle, oui, effectivement, gérer les émotions, il faudra les gérer un petit peu mieux jeudi. Ouais, jeudi, on rappelle, il y a ce match à Florence face à la Fiorentina. Mais la Bâle laisse filer effectivement une occasion de rester dans la course pour la deuxième place. Et il faudra réagir. Il faudra se remettre de cette défaite. On va écouter une seule interview côté zurichois, parce qu'évidemment, les Bâlois ne sont pas tellement venus s'exprimer à notre micro à l'issue de la rencontre. Donc on va écouter Antonio Marchesano, le joueur de Zurich. Antonio Marchesano, c'est un match qui se termine dans la confusion la plus totale. Comment vous l'avez vécu? Ouais, c'était un match très intensif, vraiment. Il sont passés beaucoup de choses, mais le plus important pour nous, ce sont les 3 points, parce qu'on a fait un match vraiment incroyable, je dois dire. On a défendu tous ensemble et je suis très content de mon équipe. Dans un match entre Bâle et Zurich, on attend des émotions, évidemment, mais ces émotions de fin de match, est-ce que là, on est allé un peu trop loin? Ouais, je pense, oui. C'était un peu inutile, je pense. Et si je dois dire la vérité, un peu plus de la part de Bâle, parce que c'est eux qui ont fait la confusion pour rien, je trouve. Et alors, mais oui, nous, on est content vraiment pour ces 3 points. Tous les autres, ça ne nous intéresse pas. Ouais, vous le dites, ces 3 points, ils font du bien, puis ils sont très importants pour la lutte pour le maintien. Très, très important. Après la victoire de Winterthur hier, on voulait absolument faire des points aujourd'hui. Et je pense aussi qu'on a mérité. Voilà, cette 32e journée de Credit Suisse Super League est terminée. On vous récapitule rapidement les résultats avec les victoires à l'extérieur de Winterthur et de Young Boys. Ça, c'était hier. Celle, toujours à l'extérieur, de Servette et de Zurich, c'était cet après-midi. Et le nul entre Lucerne et Lugano. Au classement, IB, toujours évidemment loin devant. On se focalise désormais sur la 2e place que Servette a piqué à Lugano. Et Lugano se retrouve 3e. Lucerne recule à la 4e place. C'est toujours le statu quo en ce qui concerne Zurich, mais qui s'éloigne de la place de barragiste. On peut presque dire que Zurich s'est sauvé cet après-midi en allant gagner à Bâle. Et puis l'autre information importante du week-end, c'est que Sion se retrouve barragiste et que Bâle donc a peut-être dit au revoir à la 2e place. Il faudra effectivement se ressaisir, mais cette 32e journée, elle est importante. C'est peut-être un tournant dans cette fin de saison avec ces changements qu'on a eu au classement. Alors pour la 2e place, peut-être pas, c'est encore très très serré, mais pour la relégation, j'ai peur que Sion puisse compter que sur Winterthur. Aller chercher plus haut, ça me paraît compliqué. Il y a 6 points maintenant avec Zurich. Il reste 12 en jeu, ça paraît compliqué. Ouais, c'est en train de se dénouer, mais pas du bon côté pour les Valaisans qui doivent se ressaisir dès la semaine prochaine. Ouais, donc Servette, Lugano et Lucerne toujours à la lutte pour cette 2e place. Winterthur et Sion pour éviter la place de barragiste. Voilà donc pour la Super League. Un mot rapide de Challenge League. Pour vous dire qu'il y avait un match aujourd'hui. Thun et Vaduz se sont neutralisés 3-3. Les autres rencontres qui
concernait les Romans notamment ont eu lieu vendredi avec Yverdon qui avait battu Lausanne 1-0 et puis le Stade Lausanne-Ouchy qui avait battu Xamax 2-0. Au classement, ça n'a pas vraiment changé en fait avec le résultat du jour. On a toujours Yverdon et Ville aux 2 premières places. Lausanne pour l'instant est barragiste et puis le Stade Lausanne-Ouchy qui pointe à la 4e place. Xamax est quasiment condamné à disputer le barrage et terminera probablement à la dernière place du classement de Challenge League. Dans un instant, match après match, avec Alain Rohrbach, Johan Tachet, Jérémy Manière et Tim Guillemin qui seront non pas sur ce plateau mais juste à côté dans notre salon. On reviendra évidemment sur le match de Sion d'hier avec ce penalty accordé puis retiré au Valaison. On évoquera Yverdon qui a un pied en Super League et on s'intéressera au cas du Lausanne Sport qui peut se faire du souci sur cette fin de saison. Donc soyez au rendez-vous 19h30 pour match après match. Merci Claude Gross. Avec grand plaisir, merci Mike. À bientôt Simon Lang. Merci à vous. Bonne fin de dimanche. Merci à vous pour votre fidélité. Ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de cette journée. À bientôt, bye bye. Let's get wild, let's get crazy, let's get loud, yeah, yeah, get up. They gon' watch me shine, they gon' watch me shine.